Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Je suis Julia Pêcheur, en charge de la communication et des relations presse, et je suis très heureuse de vous accueillir nombreuses et nombreux ce soir pour cette deuxième édition de la Place des Images, intitulée « Comment critiquer la société du spectacle sans en devenir complice ». Une soirée organisée en écho à l'exposition Ouija Autopsie du spectacle, présentée depuis le 30 janvier dernier et jusqu'au 19 mai prochain. Quelques mots sur ce qui nous réunit ce soir. En vendant à la presse américaine ses photographies de scènes de crimes, d'incendies et autres accidents, et plus tard dans sa carrière, ses caricatures de célébrités, Ouija participe, tout au long de sa vie, de l'essor des tabloïds, du voyeurisme et du star system américain, autant qu'il en fait la satire. Cette soirée que nous organisons en marge de l'exposition Autopsie du spectacle a pour objet d'explorer la question du spectacle dans ses rapports avec la photographie, par le biais entre autres des images de Ouija et de celles de nos deux invités photographes ce soir. Avec nous ce soir pour discuter du pouvoir critique des images contre la société du spectacle, de ce qui reste de la portée subversive de la photographie assujettie aux logiques marchandes, de la place des images contre le spectacle, plusieurs intervenantes et intervenants que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Valérie Belin, Maxime Boisdy, Isabelle Bonnet, Antoine D'Agata et Emmanuel Guy. Avant de présenter notre première intervenante et de lui laisser la parole, un bref déroulé de la soirée. Nous serons ensemble pour une durée d'environ 1h15. Les premières 45 minutes seront consacrées à des présentations de chacun de nos intervenants pendant une durée de 8 à 10 minutes. Et puis nous ouvrirons ensuite la discussion entre nos invités et puis au public pour une dizaine de minutes. Isabelle, ça va être à vous. Je m'adresse à vous en premier. Isabelle Bonnet, vous avez travaillé de nombreuses années dans la photographie de mode avant de reprendre des études universitaires en histoire de l'art et de soutenir une thèse sur les imaginaires sociaux de la scène de crime, ce dont vous allez nous parler ce soir. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions montrées à Arles, et vous avez notamment écrit un texte pour le catalogue de l'exposition Ouija Autopsie du spectacle, publié chez Textuel. Je vous laisse la parole. Bonjour, donc moi je vais vous présenter, je vais pas répondre à la question, en revanche je vais vous présenter très vite la mise en spectacle et les mécanismes en fait de fictionnalisation du crime, des récits de crime, et notamment évidemment de la scène de crime depuis le 19e siècle, et surtout ce qui m'intéressait c'était d'émettre quelques hypothèses sur cet engouement pour le crime et parce que évidemment le spectacle n'a pas de client s'il n'y a pas une demande, et on assiste véritablement depuis le 19e à un engouement pour les récits de crime, voilà, et donc moi mon propos est plutôt là-dessus. Donc en fait cette mise en spectacle du crime et de sa scène commence au 19e siècle et correspond à l'essor de la culture de masse, notamment de la presse et de l'industrie du livre, qui devient bon marché, qui devient populaire, et qui devient lu par tout un tas de gens. Très rapidement, ça commence en Angleterre, où vous avez, alors je vais citer ça très rapidement, vous avez en Angleterre, dès la première moitié du 19e, vous avez Madame Tussaud qui invente sa chambre des horreurs, donc d'après des faits divers criminels réels. Vous avez ensuite les premiers circuits touristiques macabres, ce qu'on appellerait aujourd'hui le thanatourisme. Donc les gens arrivent en masse sur des scènes de crime, voilà, ils visitent, voilà. Vous avez également tous les ce que j'appellerais les objets dérivés, les goodies de la scène de crime. Vous avez des objets décoratifs. Donc les Anglais, encore une fois, sont assez champions, c'est-à-dire que vous avez les industries de la faïence qui se mettent à éditer des petits objets décoratifs qui représentent des lieux du crime, souvent des maisons du crime. Vous avez les estampes qui circulent, qu'on achète, qui sont très bon marché, qu'on achète éventuellement pour mettre en décoration chez soi. Vous avez les photocartes, et vous avez à la fin du siècle notamment les cartes postales. Alors, voilà. Et vous avez notamment à la fin du siècle le marché de la carte postale qui s'empare de cette scène de crime et qui va éditer énormément de cartes postales, et jusque dans les années 50-60 de scènes de crime célèbres évidemment qui ont défrayé la presse. Pour montrer un petit peu ce cheminement
ce basculement du fait divers criminel de la réalité à la fiction. Je prendrai en exemple l'affaire Troppmann au XIXe siècle. Donc l'affaire Troppmann se passe en 1869 et un matin de septembre, un ouvrier qui traverse un champ à Pantin découvre les corps d'une femme et de ses 5 enfants sauvagement assassinés et à moitié ensevelis dans le champ. À partir de là, donc la presse va s'emparer de ce fait divers criminel, va en faire sa une tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et vous imaginez bien que les journalistes faits diversiers, notamment ceux du Petit Journal, qui est le journal populaire de l'époque, vous imaginez bien que ces faits diversiers, ils n'ont absolument pas d'infos, à part la découverte des corps. C'est tout ce qu'ils savent. Donc pendant des jours, des semaines, ils vont broder. Ils vont inventer des scènes qui n'existent pas, ils vont inventer des coups de théâtre qui n'existent pas, ils vont inventer des rebondissements qui n'existent pas. Donc, réellement, le fait divers criminel devient un roman. Et donc, les lecteurs et les lectrices tenus en haleine, la deuxième étape, je dirais, de ce parcours fictif, c'est que ces lecteurs et lectrices vont ensuite aller à la morgue pour voir les corps qui sont exposés, parce qu'à l'époque, pendant quelques jours, on ne connaît pas l'identité de cette femme et de ses enfants. Mais la morgue, là encore, alors qui nous choquerait évidemment un tout petit peu aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que la morgue a un dispositif qui lui aussi médiatise ces meurtres, enfin ces cadavres. C'est-à-dire que la disposition de la morgue fait que vous avez une vitre qui sépare, d'ailleurs comme au spectacle, les spectateurs sont séparés de la scène, et là c'est une vitre qui les sépare. Et cette vitre, elle est très importante parce que c'est le médium, c'est vraiment la barrière qui les sépare des cadavres. Il y avait à l'époque d'ailleurs un commentateur, le docteur Ernest Cherbouyez, qui écrivait très justement, il disait mais en fait le public va voir les cadavres à la morgue, d'abord parce que c'est un spectacle qui leur fait peur, et ensuite vous enlevez la vitre, ils ne sont pas capables 2 secondes de rester face à face avec le cadavre. Évidemment, ils partent en courant. Donc voilà, donc vous avez donc ce roman dans la presse, vous avez ensuite cette morgue avec cette vitre, et la dernière étape du parcours, ma foi, c'est d'aller sur la scène de crime au champ de Pantin. Et les gens vont se déplacer en masse, vraiment en masse, c'est-à-dire qu'il y a même des embouteillages de fiacres, c'est vous dire, le dimanche, sur ce champ de Pantin, scène de crime, avec les enfants, c'est une balade dominicale en famille. Ils vont pique-niquer sur la scène de crime. Va y avoir tout un tas de vendeurs ambulants, donc ils vont acheter des friandises, mais ils vont acheter, et là vous les voyez à droite, en haut, des photocartes, des estampes avec les reproductions des victimes prises à la morgue, et puis le champ qu'on voit en dessous, et puis s'ils sont un peu plus riches, le montage des corps photographiés à la morgue, qui est donc monté sur un papier cartonné. Donc voilà, et en fait, tout ce parcours-là est totalement fictif, et totalement... le crime n'est pas réel, en fin de compte, c'est assez ludique, et je dirais même que c'est un peu comme un cluedo géant. Et j'en veux pour preuve qu'il y a des commentateurs, des journalistes qui sont sur place et qui disent « Ah non, mais les gens, en fait, ils fouillent le champ pour voir si par hasard, ils ne pourraient pas trouver un indice que la police n'aurait pas trouvé. » Donc c'est un cluedo géant. Donc, en fait, cette mise en spectacle et cette fictionnalisation permet aux gens, mais exactement comme avec un film d'horreur, par exemple, une mise à distance en fait du fait réel. Et la deuxième image, je voulais vous montrer, par exemple, il y a constamment, et ça va durer très longtemps, même au XXe siècle, il y a constamment une porosité extrême en fait entre la vérité et la fiction, avec une fiction qui va d'ailleurs prendre le pas sur la vérité. Là, par exemple, vous avez un mélange de magazines spécialisés en faits divers, donc qui en couverture mettent souvent
a priori des vraies photos de scènes de crime, mélangées à des romans policiers, à des couvertures de romans policiers ou de dime novels, comme on voit en haut à droite, qui sont américains et qui sont au passage destinés aux enfants, pas aux adultes. Et vous voyez que voilà, il y a un mélange constant de vérité, de fiction, on ne sait plus très bien. Par exemple, là, je vous ai mis des doubles pages pour vous montrer les maquettes des magazines spécialisés en faits divers, qui sont très créatives, mais qui, du coup, de la même manière, fictionnalisent une histoire dont on ne sait plus très bien si c'est un roman ou si c'est un fait divers. Et par exemple, en haut à droite, la scène, évidemment, c'est une fausse image. C'est-à-dire c'est une image qui n'est pas... Enfin, c'est une fausse image, c'est une reconstitution d'un crime. Donc vous avez ça, et très étonnamment, il y a des journaux très sérieux qui s'y mettent aussi, et j'ai pris l'exemple justement du Life Magazine, qui est quand même le journal de référence américain, qui n'est pas un tabloïd, qui est un journal qui a publié de très grands reportages, etc. Et par exemple, ce Life Magazine, en 1946, voilà, ils vous font une double page sur Ouija, comment Ouija photographie les cadavres. Donc évidemment, on voit bien que c'est pas un faux cadavre, que c'est un faux cadavre, pardon, que c'est une poupée. Mais par exemple, dans Life Magazine, vous avez énormément de photos de scènes de crime avec des vrais cadavres cette fois. Et par exemple, la double page à gauche, c'est un vrai crime qui a eu lieu dans les rues de Manhattan. Vous remarquerez que la mise en page de cette vraie scène de crime est quasi identique à Ouija, avec numéroté, comme ça, voilà, comme un espèce de petit film. Et à droite, par exemple, on a le meurtre de Bugsy Siegel en pleine page dans le Life. Et là, j'ai pas pu vous le mettre, mais par exemple, si vous regardez sur Google, vous avez accès à tous les numéros de Life Magazine. Je vous raconte même pas que ces meurtres-là, ces photos de cadavres, ces vraies photos de cadavres, sont coincés entre une pub pour le ketchup et une pub pour le fer à repasser. Donc ça déréalise réellement ce que vous êtes en train de regarder. Et donc voilà, donc il y a toujours cette espèce de fictionnalisation qui provoque une mise à distance. Moi, la question que je me suis posée, bien évidemment, c'était de me dire, mais enfin, s'il y a une mise en spectacle, c'est qu'il y a un engouement pour le crime, et tout le monde le sait depuis le 19e siècle, il y a un engouement pour le genre policier, par exemple, que vous avez absolument partout et qui a un succès phénoménal. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-on fasciné? Je me mets dans le lot, hein, je suis une bonne cliente de Faites entrer l'accusé, donc je me suis toujours dit, mais pourquoi sommes-nous fascinés? Moi, mon hypothèse que je partage avec d'autres historiens, c'est que, évidemment, comment dirais-je, c'est un peu les récits de crime et les images de crime, c'est un peu comme les contes pour enfants. C'est-à-dire que ça nous permet d'aborder, d'affronter et de formuler des angoisses que nous avons tous, pas seulement sur la mort, mais aussi sur la mort violente. La mort violente, c'est quand même la mauvaise mort, hein, comme au Moyen-Âge, la religion en moins, c'est-à-dire la mort solitaire, la mort... souvent, d'ailleurs, l'imaginaire de la scène de crime, c'est un cadavre tout seul dans une nuit nocturne, déserte ou dans un terrain vague, tout seul, et c'est quand même la mort affreuse, quoi. Et puis, ça nous permet aussi d'aborder la noirceur humaine. Par exemple, avant le 19e siècle, les récits de crime étaient racontés au prisme de la religion. Donc c'était assez simple en fait, c'est-à-dire que le meurtrier était un pêcheur parmi les pêcheurs. On ne s'inquiétait pas trop de savoir pourquoi il avait tué, ni si c'était ni de sa psychologie. On s'en fichait. On s'en fichait parce que de toute façon, Dieu était omniscient, Dieu protégeait la société et Dieu rendait justice, quoi. Donc tout allait très bien, c'était réconfortant, c'était simple. Voilà. À partir du moment où au 19e siècle, vous avez une société qui devient de plus en plus laïque, on n'arrive pas à répondre à « mais pourquoi ?» J'allais dire, pourquoi tant de haine? Pourquoi cette noirceur humaine? Donc les savants se sont penchés à l'époque du 19e, surtout pour expliquer, mais au final, on n'arrive pas à y répondre. Et en fait,
toutes ces fictions de crimes, là, ce sont des images, des fausses images, hein, des images de films, de séries télé, etc. Toutes ces fictions de crimes nous permettent de formuler, en fait, sans vraiment y répondre, mais de formuler le pourquoi le meurtrier tue-t-il, pourquoi, et dans le cas de crimes sadiques, comment un être humain peut faire une chose pareille. Et donc au 19e, à partir du 19e, vous allez avoir le meurtrier qui va se transformer souvent en monstre moral. Et aujourd'hui encore, hein, quand vous avez des unes de presse qui parlent du monstre des Ardennes, du cannibale de Milwaukee, etc., on est vraiment là-dedans. Donc voilà, il devient un monstre moral qui doit générer chez le lecteur ou chez le spectateur un sentiment d'horreur. Et en plus, ce monstre moral sert aussi d'étalon de mesure de la normalité. Donc ça, c'est la première utilité, je dirais, de la mise en spectacle du crime. La deuxième utilité, et notamment à travers le genre policier qui est quand même très envahissant aujourd'hui, la deuxième utilité, c'est simplement que l'enquête policière, et notamment scientifique, permet un certain réconfort. Pour la bonne raison que quand vous lisez un roman policier, finalement, il y a une résolution à la fin. Il y a une résolution et en théorie, il y a l'arrestation, l'identification. L'arrestation et normalement la punition du meurtrier. Et ça, c'est un réconfort. C'est-à-dire que ça rend la mort brutale et l'acte criminel intelligible. Et je finirai là-dessus. Les deux œuvres, en tout cas dont je me souviens moi, qui ont fait un scandale absolu auprès des critiques ou auprès des spectateurs ou des lecteurs, ça a été American Psycho de Bret Easton Ellis et Funny Games version américaine de Haneke. Et pour la bonne raison que alors je ne parlerai même pas du style des deux œuvres qui est très semblable, c'est-à-dire pour Bret Easton Ellis une écriture clinique et pour Haneke quelque chose de pareil, de très sobre. C'est pas un film d'horreur, il n'y a pas de musique, les images sont, on dirait, un peu envoyées spéciales, hein. On a vraiment du mal à la mise en distance a du mal à se faire. Et en fait, les gens ont été choqués par ces deux œuvres pour la bonne raison que non seulement les films sont gratuits, non seulement c'est sadique, c'est-à-dire qu'ils se comportent comme un chat avec une souris avec leurs victimes, donc il y a vraiment une souffrance des victimes qu'on a du mal on a du mal à comment dirais-je, à regarder, mais surtout, il n'y a pas de résolution à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moralité, parce que finalement le roman policier, enfin le genre policier, les méchants perdent, les gentils gagnent. Là, les gentils sont morts et les méchants continuent. Donc voilà, je voulais Et là donc vous avez plusieurs. C'est un melting pot du Silence des agneaux, de Frenzy d'Hitchcock, des yeux de Laura Mars, de la série qui a un succès phénoménal. Et justement pour les raisons que je viens de vous donner, c'est les experts Miami, les experts New York, etc. Et puis en haut, c'est un téléfilm sur le massacre de la famille Manson dans les années 70 et une série policière américaine des années 70. Donc voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. Merci beaucoup Isabelle. Je vais me tourner maintenant vers Emmanuel. Emmanuel Guy, vous êtes enseignant, commissaire d'exposition et historien de l'art et de la littérature. Vos recherches sur Guy Debord et l'international situationniste ont donné lieu à des expositions, donc Guy Debord, un art de la guerre à la Bibliothèque nationale de France en 2013, ainsi qu'à diverses publications dont Lire Debord, paru chez l'Échappée en 2016, et Le jeu de la guerre de Guy Debord, l'émancipation comme projet, aux éditions B42 en 2020. Je vous donne la parole. Merci. Alors, ok. Alors, on réduit. On parle souvent de la société du spectacle comme d'une critique des médias de masse ou de ce qu'on a appelé au XXe siècle la civilisation de l'image, dont Ouija et d'autres photographes de presse seraient en quelque sorte les grands promoteurs. Alors c'est un tout petit peu plus complexe que ça, et c'est ce que je vais essayer de discuter avec vous, en commençant par, pour entrer dans le vif du sujet, vous proposer de regarder un court extrait de La Société du spectacle, le film que Debord réalise en 1973 en adaptant son essai de 1967
afin que vous entendiez cette théorie du spectacle avec les mots et la voix de Debord assez particulière, vous verrez, et aussi avec des images qu'il a lui-même prélevées, sélectionnées et cadrées dans le spectacle même. Dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée, où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image. La pratique sociale devant laquelle se pose le spectacle autonome est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considéré selon ses propres termes, le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Alors, le spectacle donc chez Debord désigne trois choses, enfin, c'est ce que Debord nous dit. La société même, c'est-à-dire une société organisée, mise en forme par le spectacle même, et non pas par les individus, maîtres et maîtresses de leur vie et de leur destin, et surtout maîtres de leur histoire. Une partie de la société, et c'est souvent ce qu'on retient, à savoir le secteur, nous dit Debord, qui concentre tout regard et toute conscience, autrement dit, le pouvoir, la presse, la publicité, la propagande, et puis le monde de l'art aussi. Un secteur donc qui produit des images parce qu'il est séparé, c'est eux, les séparatistes, et qui donc doit se situer par des représentations. Et enfin, le spectacle comme instrument d'unification, par quoi il faut entendre peut-être deux choses. D'une part, l'uniformisation des comportements par ces images mêmes et par leur répétition, et puis l'unification en tant que séparés des spectateurs. Là, l'image de la télévision versus le cinéma est assez bonne. À la télévision, on est tous atomisés, au cinéma, au moins, on est ensemble. Toujours est-il que le spectacle par excellence, enfin ce sur quoi il se base, son modèle miniature ou prototypique si vous voulez, c'est bien le théâtre et le cinéma.
Et Debord s'intéresse d'ailleurs à des pratiques critiques au sein du théâtre. Je pense à Brecht et à l'effet de distanciation, et au cinéma également avec Eisenstein et le travail du montage. Donc la scène et l'écran sont un peu les deux lieux, les deux objets qui seraient les incarnations, les matérialisations du spectacle. Alors quels sont maintenant les effets du spectacle ? Le sommeil d'abord, un rêve qui a tous les traits du mauvais rêve, si ce n'est du cauchemar. Et ce rêve-là, il se traduit par une forme de passivité, à savoir l'oubli par les spectateurs et les spectatrices qu'ils et elles pourraient être des acteurs et des actrices de leur propre histoire. C'est ce que Debord appelle la dépossession. Et troisième effet peut-être du spectacle, qui en est un corollaire, l'uniformisation des comportements que je mentionnais, c'est-à-dire nos mots, nos gestes, nos attitudes, qui sont conformés par la consommation des images et des marchandises. Ce que les situationnistes appellent la colonisation de la vie, c'est un mot qu'ils emploient, par la marchandise et ses lois, l'économie. Et là, ici, Debord se relie à un courant hétéro-marxiste qui pense la question de l'aliénation. Donc séparation, dépossession, aliénation. Cette photographie de Ouija, elle montre un peu cela, et pour moi aussi autre chose. On ne sait pas vraiment qui rêve de qui. Si c'est la petite fille qui rêve de l'homme marchandise qui sommeille comme un ogre un peu terrifiant derrière elle, ou si c'est le vendeur de bière qui rêve de cette inquiétante jeune fille qui nous regarde avec des yeux de fantôme. Alors, le spectacle, pour Debord, ce n'est pas un ensemble d'images, vous l'avez entendu, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Alors, c'est un propos que l'exposition de Clément Chéroux développe avec beaucoup d'intelligence, je trouve, dans la série des spectateurs, où l'accent est mis sur la propension de Ouija à nous montrer des scènes de crime, des faits divers, bien sûr, mais en tant que scène, comme mise en scène. Il nous montre les conditions de production du spectacle, les conditions de production de l'image sensationnelle. Il attire donc le regard sur son caractère manufacturé. Il le montre, il le redouble, tout en annulant, en le plaçant à distance. Alors plus discrètement, mais non moins efficacement, c'est aussi ce qui se passe dans cette photographie, prise dans un lieu comme celui-ci, dans un moment comme celui-ci. Alors non pas un vernissage comme là, mais une conférence comme celle-ci dans un musée. S'il y a bien un lieu où les rapports sociaux sont assez littéralement médiatisés par des images, c'est le vernissage. Michèle Bernstein, femme de Guy Debord et membre fondatrice de l'Internationale situationniste, croque l'un de ces moments dans son roman Tous les chevaux du roi, que je vais citer. Elle décrit donc, je la cite, « une petite galerie garnie de cette troupe qui vient toujours au vernissage des peintres destinés à n'être pas connus. Les quelques amis d'autrefois que j'avais rencontrés là étaient précisément ceux que j'aurais voulu ne plus jamais voir. D'une voix trop haute et qui intensément se voulait mondaine, la maîtresse des lieux y parlait de ses chaussures, pour qu'un visiteur important comprenne qu'elle se désolidarisait déjà de l'insuccès qu'elle sentait venir. » Et elle ajoute, « Contrairement aux bons usages, le vernissage n'était pas doublé d'un cocktail, on n'y avait rien à boire. » Alors ce que Ouija montre là, avec une empathie qui nous demande, je pense, c'est de partager le point de vue de la jeune femme qui se touche les cheveux, d'un geste un peu circonspect ou d'impatience, face à un homme dont on imagine assez, vu sa main fermement posée sur sa hanche, qu'il est en train de pérorer, comme font souvent les hommes, et de débiter quelques jugements péremptoires et passablement ennuyeux sur les images alentours, dont par ailleurs on ne voit rien. Alors que faire contre le spectacle ? Comment vivre dans ce cauchemar-là ? Ce que le spectacle a pris à la réalité, il faut le lui reprendre. Les expropriateurs spectaculaires doivent être à leur tour expropriés. Le monde est déjà filmé, il s'agit maintenant de le transformer. La grande arme des situationnistes, pour faire ça, c'est le détournement. Autrement dit, le réemploi dans un contexte critique d'éléments prélevés dans le spectacle. Alors vous avez vu un exemple avec le film La Société du spectacle. Les situationnistes ont recouru beaucoup à cette technique en produisant des toiles, tout simplement. C'est le cas d'Asghar Yorn, mais aussi des comics, des romans photos. Et on pourrait presque penser que la théorie des situationnistes est une forme de caricature qui a un rapport assez étroit entre la pratique de la théorie et celle de la caricature. Et le spectacle, de son côté, il a son arme équivalente, qu'on appelle la récupération, et qui consiste à annihiler la force critique des théories et des pratiques révolutionnaires en les intégrant au spectacle. Et le spectacle adore ça. Il raffole de sa propre critique en mots ou en images, il sait l'intégrer à merveille et la neutraliser. Alors que faire ? 3 stratégies de participation hostile au spectacle. Transformer le spectacle. On voit bien ici la dialectique conflictuelle à l'œuvre. Debord, il envisage toujours la lutte contre le spectacle en des termes très stratégiques. C'est un grand lecteur de théorie stratégique et il a inventé et pratiqué toute sa vie un jeu, le jeu de la guerre, censé fournir des éléments de dialectique des combats aux révolutionnaires.
Transformer le spectacle, c'est y participer tout en dérangeant ses normes, des stratégies obliques, des refus des scripts pré-écrits, des scénarios, une mascarade fière contre la mascarade de la honte. C'est un peu la partition que joue cette personne, sortant d'un panier à salade, c'est l'une de mes préférées de la série, sinon de l'exposition, transformer un panier à salade en podium de boîte gay, voilà un bel exemple de détournement à tous les niveaux. Alors en plus, pour le spectateur francophone, une couche d'ironie supplémentaire vient s'ajouter. Le sigle du Police Department de New York signifie pour nous bien autre chose. On ne sait pas si ce sont les PD qui sont la prison dont s'extirpe la personne qui est là, ou si c'est les cochons de flics de New York qui sont par là insultés de la pire manière qu'il soit pour un flic. Deuxième stratégie, et il y en a que 3, enfin il y en a d'autres je suis sûr, celle de priver les gens d'images. Debord l'a fait de façon assez littérale dans son premier film Hurlement en faveur de Sade en 1952, qui se termine par une séquence de 24 minutes d'écran noir et de silence. Scandale lors de la projection. Mais on peut aussi priver le public des images qu'il a le désir ou l'habitude de voir. C'est particulièrement facile encore une fois avec les hommes, puisque la plupart des images ont longtemps et sont encore créées par eux et pour eux. C'est le principe du male gaze. C'est à mes yeux ce que fait Ouija avec ses photocaricatures, qui me semblent autant des caricatures des personnalités représentées que des caricatures des spectateurs avides de photos de célébrités. Cette Marilyn a la mâchoire carrée surdimensionnée, une Marilyn stéroïdée, une version drague hyper masque, hyper muscu de la star sensuelle tant adulée, me semble comme une prémonition des commentaires que fera Laura Mulvey, théoricienne du male gaze, à propos de la mort de Marilyn, que Debord, tout comme Pasolini, tout comme Warhol, commenteront chacun à leur manière avec ce qu'on pourrait appeler une tendresse traumatique. Je cite Laura Mulvey. La mort prématurée de Monroe a soulevé une question obsédante pour les hommes qui étaient, dans leur fantasme, ses amants. Pour les hommes qui s'étaient masturbés à même ces images d'esquisse conformité féminine. Était-il possible que pendant tout ce temps, elle n'ait pas aimé ça? Le ça qu'il lui avait fait des millions de fois? Ses sourires avaient-ils été des masques recouvrant désespoir et rage? Quel danger avait-il dès lors couru de se voir détrompés, si fragiles et vulnérables, dans leur ravissement masturbatoire, comme si elle avait pu bondir des photos de ce qui était maintenant un cadavre et prendre la revanche qu'ils avaient méritée. Surgit alors cet impératif masculin, il ne fallait pas que la mort de Monroe ait été un suicide. Il ne la voulait pas morte sitôt, pas vraiment morte, pas tant que l'illusion de son invitation généreuse était aussi convaincante. Donc rompre l'allusion de l'invitation généreuse, c'est un petit peu ce que fait à mon avis Ouija avec ses caricatures. Dernière stratégie, paraître dans le spectacle en ennemi. Alors c'est une réponse que fait Debord à l'un de ses critiques dans un film de 1975, dont le titre est assez long mais je vais vous le lire pour le plaisir. Réfutation de tous les jugements tant élogieux qu'hostiles qui ont été jusqu'ici portés sur le film La Société du spectacle. Il critique un critique, donc jésuitique, qui prétend que dénoncer publiquement le spectacle ne serait pas déjà entrer dans le spectacle. On voit bien ce que voudrait obtenir ce purisme, que personne ne paraisse jamais dans le spectacle en ennemi. Alors c'est la quête du scandale, de l'inacceptable, avancer dans le spectacle en traître, pour en faire tomber les masques. Christine Killer, mannequin de 19 ans, par qui le scandale arriva, et de cela je crois. Christine Killer, mannequin donc, avec laquelle John Profumo, secrétaire d'État à la guerre du gouvernement britannique de Macmillan dans les années 60, un homme marié, avec qui il entretint donc une relation qu'il nia d'abord en se parjurant à la Chambre des communes, avant d'être contraint à la démission, tout comme Macmillan. Mais ce qui a intéressé et qui a fasciné le plus le public britannique, c'est qu'elle était aussi la maîtresse de Evgeny Ivanov, attaché à l'ambassade du RSS à Londres et espion. Et Christine Killer donc révèle quelque chose du spectacle que Debord analyse aussi en ces temps de guerre froide. L'opposition entre deux blocs est un spectacle. Le spectacle de deux États, de deux bureaucraties, qui s'entendent sur un point crucial, leur perpétuation. Maintenir les peuples dans un état de parfaite passivité. Alors c'est bien connu, tous les traîtres portent des lunettes noires, elles sont une protection de choix contre les flashs aveuglants du spectacle, et elles renvoient au spectateur sa propre pulsion scopique. Voilà. Dans le prolongement des questions sur le vrai et les apparences, je vais adresser la parole à Valérie Belin maintenant. Valérie Belin, vous êtes une artiste plasticienne française. Vous avez été élue membre de l'Académie des Beaux-Arts cette année 2024.
Vous êtes notamment connu pour vos séries photographiques de carcasses de voitures accidentées, de bodybuilders, de mannequins vitrines, de sosies de Michael Jackson, pour n'en citer que quelques-unes dont vous allez nous parler ce soir. Votre travail a fait l'objet d'expositions dans le monde entier et a rejoint les collections d'un grand nombre de fonds particuliers et publics et de musées nationaux et internationaux. Je vous laisse la parole. Voilà, alors moi je vais prendre le parti évidemment, enfin le point de vue plutôt de l'artiste et du photographe, donc ce qui engendrera un discours un peu différent. Je vais me baser sur mes photographies dans un ordre chronologique pour vous parler un petit peu d'une lecture de mon travail à travers la lecture de Guy Debord qui est celle en fait d'une sorte de marchandisation du monde dans son intégralité, c'est-à-dire que pour Debord, tout est marchandise, y compris les rapports entre les hommes qui eux-mêmes deviennent marchandises quelque part. Donc cette première série que je vous montre, qui date de 97, est faite à Murano, dans les showrooms des miroitiers, des vendeurs de pacotille pour les touristes. Et comme on le voit ici, tous les objets sont des fantômes d'objets en quelque sorte. Ils ont perdu leur valeur d'usage et sont rendus comme ça spectaculaires. C'est-à-dire qu'on est là déjà dans une transformation du monde en spectacle, puisqu'il y a un vilebrequin de voitures, l'anneau de Saturne, la guitare, qui est une Gibson. Tout ça est devenu à la fois inutile, sans usage, et quelque part spectaculaire. Donc c'est vrai que mon travail est un peu traversé par ce phénomène à l'époque on parlait pour définir mon travail de cérémonie des objets, c'est-à-dire qu'en fait en réalité les objets sont les acteurs de cette société du spectacle. Ce sont les objets qui sont les acteurs de ce spectacle en fait. Alors, l'autre série qui est un peu emblématique, évidemment, surtout par rapport à l'exposition que l'on voit ici en ce moment de Vigui, les voitures accidentées. Alors, je voudrais dire en préambule que Vigui fait des photos d'accidents de voitures, alors que moi, je photographie des voitures accidentées. Ce qui n'est pas la même chose, puisque moi, c'est l'objet voiture qui m'intéresse, l'objet voiture accidenté en effet, alors que Vigui se situe d'emblée dans une photo spectaculaire qui est destinée à la presse, éventuellement au tabloïd, mais en tous les cas qui est faite pour quand même être spectaculaire, alors que moi, je ne cherche pas à faire des images spectaculaires. En l'occurrence, ce que je cherche ici, c'est d'évoquer un effet d'absence, qui est l'absence de l'humain, à travers cette chrysalide vide qui a contenu un humain ou des humains et qui est devenu qui est devenu leur absence en fait, qui signifie leur absence. Donc voilà, je les ai mis en rapport avec les photos de Vigui qui, elles, sont dans le contexte de l'accident, prise à hauteur d'homme, alors que moi j'adopte un point de vue en plongée sur l'objet, ce qui fait qu'il est redressé à la verticale et qui lui donne un statut totalement différent. Ce sont des portraits de voitures en fait. Alors que lui, Vigui, se met à hauteur du sol et beaucoup plus dans l'enregistrement de l'accident lui-même. J'ai voulu vous montrer aussi cette photo d'un cadavre, puisque là, pour le coup, beaucoup plus proche de mes photos de voiture accidentées, puisque un cadavre avec des cadavres de voiture. En fait, il y a vraiment une sorte de parallèle. Là aussi, cette personne est photographiée légèrement en surplomb. Vigui, comme le disait, excuse-moi, Isabelle, Vigui sait ce qu'il fait et est un très bon photographe. Alors, avec les bodybuilders, là encore, on a cette idée qui est très forte chez Debord que de l'aliénation par le spectacle et que les corps, que les humains
finalement, on se désire cette espèce de tendance à se transformer en objet. Donc les bodybuilders, évidemment, m'ont intéressé pour ce qu'ils faisaient sur leur corps, c'est-à-dire la transformation qu'ils opéraient sur leur corps, de manière à se choséifier, à se transformer en sculpture, en objet, et en objet d'admiration. Enfin, il y a un côté exhibitionniste dans leur pratique. D'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que je les ai photographiés durant des concours de bodybuilding. Donc là encore, dans des lieux dédiés au spectacle, par exemple des supermarchés, des halls destinés aux expositions. Mais ce qui est frappant, c'est que le seul public pour ce spectacle, c'est la famille, les amis, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment dirais-je, c'est un sport narcissique, en fait. Donc là encore, ça nous renvoie à cette espèce de déréalisation des valeurs dont Debord aussi parle, puisque finalement, on est dans une espèce de perdition de l'image de Narcisse, et on se perd dans notre propre image, en fait. Les mannequins, qui sont des mannequins de vitrine, donc des objets, que je photographie comme si c'était des êtres vivants. Donc là, évidemment, on a aussi ce dont parle Guy Debord à maintes reprises, c'est-à-dire cette espèce d'indifférenciation entre l'objet et l'humain, à cause justement de cette fétichisation du spectacle, hein. C'est-à-dire que les êtres humains, comme les choses, sont montrés au même niveau. Et je trouve que dans le travail de Vigui, c'est un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'il photographie des accidents de voiture comme il photographie des mondanités ou des stars, c'est-à-dire qu'il met tout au même niveau et il les photographie exactement de la même manière. Alors, les sosies de Michael Jackson, là encore, c'est la même chose poussée à son extrême, c'est-à-dire que je dis souvent que Michael Jackson est un sosie de lui-même, c'est-à-dire que il a opéré des transformations sur son corps, il a modelé son corps de manière à se transformer en image, dans un souci, il me semble, de mimétisme avec des stéréotypes qui sont eux-mêmes des images, qui est en l'occurrence, à mon avis, le stéréotype de la beauté blanche et de la beauté féminine. Donc il cumule comme ça deux stéréotypes et c'est ce qui va guider sa transformation. Donc véritablement, là, c'est le spectacle à l'état pur, c'est-à-dire qu'il va se transformer en image, quoi. Et c'est pour ça que tout le monde peut lui ressembler d'une certaine manière. Il suffit de mimer les transformations qu'il a opérées sur lui-même. Et là encore, évidemment, on a ce phénomène dont Debord parle, d'aliénation, comme chez les bodybuilders. Voilà, chez les bodybuilders, ce côté aliénant de leur entreprise est montré dans l'image parce qu'on a l'impression que la tête n'appartient pas au corps. Et c'est vraiment ce qui photographiquement signifie cette aliénation en cours, en fait. Et chez Michael Jackson, j'ai cette espèce d'évocation comme ça de pouvoir destructeur du mimétisme, en fait. C'est le côté bricolé des sosies, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sosies qui ont fait de la chirurgie, qui voudraient être parfaits. En fait, ces sosies mettent du scotch sur leur nez, portent des perruques, le maquillage provoque la ressemblance également, etc. Donc en fait, ils sont bricolés, et c'est plutôt des gueules cassées que je montre, plutôt que des répliques parfaites de l'original. Ensuite, les natures mortes. Alors, pour le resituer dans le contexte, ce travail m'a permis d'avoir le prix Pictet, dont le thème cette année-là était disorder, donc désordre.
Et en fait, pour moi, ces natures mortes, finalement, sont à la fois composées de manière très classique et évoquent directement la peinture de la tradition de la nature morte dans la peinture notamment hollandaise, sauf qu'ici, tous les objets sont en plastique, sont là encore une fois comment dirais-je, sans valeur d'usage ni de valeur symbolique, puisque le crâne au milieu de la photographie est une bougie décorative. Donc tout est faux et tout a perdu sa valeur symbolique ou sa valeur d'usage. Évidemment, il y a un rapport aussi, une évocation du consumérisme. Et pour moi, ces natures mortes sont comme des immondices, dans le sens où tous ces objets sont totalement hors du monde. Ils n'ont plus aucun rôle dans notre monde. Alors c'est un désordre ou un nouvel ordre du monde. Ce sont les objets d'aujourd'hui en tous les cas. Donc tous les objets, là encore, se transforment en simulacres d'objets, quoi. Alors, la série des All-Stars, là encore, c'est un petit peu comme si je voulais photographier des fausses célébrités, puisque ces jeunes filles qui sont des mannequins d'agence posent un petit peu, je leur ai demandé de poser à la manière comme ça de stars hollywoodiennes, dans un esprit un peu, ou une apparence un peu de cinéma noir, avec des ombres portées très fortes, on voit pas forcément les yeux. Et puis elles sont dans une espèce elles sont, comment dirais-je, superposées à des couvertures de comics. Alors couvertures de comics qui là encore une fois évoquent aussi l'univers de Viggy, puisque chez Viggy, on n'est pas loin de l'univers du comics. Il y a des drames, des meurtres, des coupables, une action, toutes choses qu'on retrouve dans les comics. Et ici, finalement, cette espèce d'évocation cet aspect narratif du comics disparaît pour devenir une sorte de métaphore du tourment de leurs pensées, de leur comment on pourrait dire ça, de leurs secrets les plus noirs. Donc là encore, pour moi, ce sont des simulacres, des images. Les couleurs, la chromie n'évoquent pas du tout la vie, mais plutôt des femmes dont la couleur de peau est devenue totalement non naturelle, non naturaliste, non réaliste. Elles ont des peaux en gris coloré, elles sont véritablement aussi en train de se transformer en tabloïdes. Et puis enfin, la série des Modern Royals, qui est un peu plus récente, où là encore, je fais référence à des photos people, en fait, la presse people, la photographie de starlet hollywoodienne. Dans la série, c'est toujours la même mannequin qui va poser. Et elle va changer uniquement de tenue, de perruque, pour devenir blonde, brune, etc. Donc il y a un jeu évidemment sur la quête de soi, enfin la perdition de soi-même dans l'image, dans l'image elle-même. Et j'évoque volontiers aussi le mythe de Narcisse pour cette série, puisqu'on a presque un effet de disparition du corps dans le fond, et un effet comme ça de montée des eaux du premier plan qui va presque finalement faire absorber le personnage. Donc, comment dirais-je ? Donc, en fait, mon travail est traversé, en effet, de toutes parts par la déréalisation à la fois du vivant, des valeurs des valeurs de la vie, des valeurs de... Et souvent, je me dis comment mon travail peut lutter, en effet, contre cette espèce de diktat de l'image, et en tous les cas du spectacle. Je pense que mon esthétique n'est pas une esthétique militante. Je ne fais pas des images pour dénoncer. Je fais des images, avant tout, ce ne sont pas des images qui, comme celles de Viggy, sont destinées à la presse et qui véhiculent un message d'emblée direct, mais je pense que ce sont des images qui
suscite l'esprit critique, qui suscite l'imaginaire et qui suscite le rapprochement entre le vrai et le faux et la comparaison entre le vrai et le faux. Voilà, donc ce sont des images qui jouent sur le trouble. Mes images sont issues du monde du spectacle, très souvent, hein, comme je vous l'ai montré. Et de ce fait même, si vous voulez, c'est comme si je voulais tenter d'opérer un léger décalage pour installer un trouble. Et par exemple, sinon je pourrais faire des caricatures, sinon je ferais des caricatures, en fait. Mais pour moi, je veux déplacer ce stéréotype vers quelque chose qui va installer chez celui qui va regarder un trouble et un questionnement. Voilà. C'est très fort, par exemple, dans la série des mannequins, pour moi, des mannequins de vitrine, où de loin, ou dans un premier temps, on peut se dire « Ah oui, la beauté wasp, le stéréotype de la beauté blanche, des très jolies filles, et alors ?» Et puis quand on s'approche et qu'on regarde de plus près, on voit que tout le faux remonte à la surface de l'objet et on se rend compte que tout est faux finalement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Et c'est là que le trouble justement peut s'installer et qu'on est amené à se demander qu'est-ce qu'un vrai visage, qu'est-ce qu'un faux visage. Voilà, c'est ce que je tente de faire dans mon travail. Évidemment, impossible de répondre en tant qu'artiste à la question comment lutter contre la société du spectacle. C'est peut-être que les images en soi ne suffisent pas, en tous les cas, ou ne peuvent pas suffire, et que, comment dirais-je, la parole reste le médium le plus important pour éviter le piège des images. Parce que le pop art, par exemple, est très significatif à cet égard, voulant a priori lutter contre la société de consommation ou la dénoncer, le pop art s'empare de ces objets de consommation et au bout du compte, il y a une espèce de sacralisation du pop art et du même coup de ces objets de consommation. Donc la société du spectacle, finalement, est tellement forte qu'elle absorbe tout ce qui pourrait tenter de la critiquer ou de la dénoncer. Et je pense que du coup, en tous les cas, en ce qui concerne la photographie, ce qui est très important, c'est de recontextualiser l'image, le rôle des légendes, des titres et de la critique, pour ne pas justement se faire absorber par la société, par le spectacle lui-même. À cet égard, je voudrais juste émettre un... Excusez-moi, on a dépassé le temps imparti. Je suis désolée. Après la question de la représentation du corps individuel, on va passer à celle du corps social. Avec vous, Maxime Boisdy. Vous êtes maître de conférences en études visuelles à l'université Gustave Eiffel, membre du laboratoire Littérature, Savoir et Art. Vos recherches portent principalement sur l'histoire intellectuelle des savoirs visuels et l'iconographie politique, notamment celle du Black Bloc, sur laquelle vous avez rédigé votre thèse. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont La société n'existe pas, Images de la guerre civile sous Margaret Thatcher, paru aux éditions Même pas l'hiver en 2022, et traduit plusieurs des ouvrages fondateurs des études visuelles depuis leur anglais d'origine vers le français. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonsoir. Du coup, moi, je vais tenter un mouvement que je vais essayer de faire relativement bref en surveillant mon temps et en rebondissant aussi sur le propos d'Emmanuel Gué qui m'a tendu un certain nombre de passerelles qui sont, c'est pas la première fois, mais du coup, c'est très appréciable. Ça permet justement des efforts théoriques qui sont finalement médiatisés par des discours compréhensibles, en tout cas on l'espère, c'est-à-dire la possibilité finalement d'aborder deux bords dans la complexité de ce que le spectacle peut désigner et finalement de le raccorder, comme le fait aussi l'exposition de Clément Chéroux, finalement essayer de créer des raccords entre des notions de spectacle où finalement le spectacle de deux bords n'est pas abandonné ni perdu en cours de route et finalement raccorder à un certain nombre de possibilités ou d'idées parallèles ou d'idées alternatives. Alors justement, moi, mon premier, je ferai pas trop de théorie, mais en tout cas, ma première slide, elle me permet en tout cas de tenter ce type de percée ou de mouvement, à repartir du coup de cette définition de la société du spectacle, thèse numéro 4 de la société du spectacle dans le livre de Debord,
que vous avez entendu et vu monter et reprise dans le film de 1973. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Finalement, un point de départ pour moi qui me semble à la fois me permettre de revenir sur une hypothèse que j'avais formulée il y a quelques années et qui dans le même temps fait sens, me semble-t-il, à partir de Ouija et de sa photographie. C'est finalement que faire finalement de la notion de spectacle, non pas simplement pour la reprendre et la gloser, c'est-à-dire tenter finalement ce que l'exposition Ouija fait, c'est-à-dire créer entre des notions de spectacle, des formes de passerelles, voir en fait en Ouija quelqu'un qui a une théorie du spectacle qui n'est pas celle de Debord, mais qui lui permet en fait de produire sa photographie. En fait, tenter une stratégie alternative qui est finalement garder l'essence de la définition que Debord en a donnée, mais enlever le spectacle et mettre autre chose, qui est finalement une stratégie très debordienne. Ça s'appelle le détournement, et Emmanuel Guy en a parlé, c'est-à-dire le détournement de Marx qu'on retrouve dans la société du spectacle. Tout simplement, les philosophes n'ont fait que penser le monde, il s'agit aujourd'hui de le transformer. C'est finalement ce qu'on retrouve dans une des citations que l'on a vu en fin d'intervention d'Emmanuel. Donc moi, ma proposition que j'avais tentée il y a quelques années, qui me semble toujours justement opératoire à condition d'être remise sur le métier et justement confrontée à de nouveaux régimes d'images et d'être pensée aussi historiquement, je vais y venir, c'est celle de la culture visuelle. Ce qu'on entend par culture visuelle aujourd'hui, finalement, ça veut dire quoi? Alors bon, on peut gloser ça pendant longtemps. Moi, j'ai été finalement happé par cette nécessité de définir précisément par un travail de traduction qui est aussi un travail d'introduction. Donc finalement, il y a les définitions de la visual culture, comme on la qualifie dans le monde anglo-américain, qui sont les définitions des uns ou des autres. Et finalement, réfléchir à une définition qui ne serait pas simplement une alternative pour l'alternative, mais aussi quelque chose qui finalement pose des problèmes. À savoir, en partie, ce qui s'est joué autour des définitions de la culture visuelle dans le monde anglo-américain, c'est que finalement, c'est de la théorie française qui s'est exportée. Finalement, réfléchir à ce geste de réimportation de certaines idées venues d'ailleurs en France, et finalement aussi se confronter au trajet aller-retour de la théorie. Et donc un bon trajet aller-retour, me semblait-il, c'était prendre Debord, le détourner, suivre finalement une stratégie qui est une stratégie relativement codifiée, qui dans le même temps laisse des opportunités d'ouverture. Bon, tout ça pour dire, la culture visuelle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Ça permet finalement un certain nombre de gestes, me semble-t-il. La possibilité de voir que beaucoup d'auteurs, autres que Debord, auraient pu le dire, avec justement un arrière-plan marxiste ou marxien, hétérodoxe très souvent. Donc ça réunit finalement des auteurs et des autrices. Ça permet, je pense que Laura Mulvey aurait pu aussi s'aventurer avec certaines variantes dans ce genre d'aventure. Donc finalement, ça réouvre le coffre-fort théorique plutôt que ça ne referme finalement des définitions figées dans leur histoire et dans leur efficience passée, qui n'est pas forcément toujours non plus réactualisée. Moi, il m'a semblé aujourd'hui intéressant de la convoquer, puisque finalement, on trouve ça aussi dans cette très belle exposition. On trouve notamment des foules. Je me suis effectivement intéressé pas mal au corps social, au corps collectif d'une façon générale, puisque la question du spectacle se pose aussi à ces endroits, puisque si le spectacle est séparation, filmer ou photographier ou représenter les corps collectifs, ça pose aussi finalement cette équation de la séparation des corps et de leur réunion. Finalement, sont-ils séparés, ces corps, à la plage de Coney Island le 21 juillet 1940, j'y insiste parce que j'ai une autre image de 21 juillet qui m'a frappé ce week-end en préparant mon intervention, et c'est précisément cette date-là qui m'a incité à la montrer, mais vous verrez que finalement il y a d'autres raisons. En tout cas, bon, évidemment, la culture visuelle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Ça se pose finalement comme cadre d'interprétation possible. Le spectacle serait, avec la définition debordienne, finalement très massif, sans doute. C'est la question des loisirs de masse, c'est la question finalement d'un rapport à l'urbanisme qui fait qu'on est enfermé sur une plage pour essayer d'échapper à une température caniculaire. C'est ce que raconte Ouija dans le récit qu'il fait dans l'article qui accompagne la publication de sa photographie. Il raconte plein de choses, notamment les enfants qui ont perdu leurs parents, 150 enfants rassemblés un peu parqués comme du bétail, qui cherchent désespérément leurs parents, et les parents qui viennent les chercher dans une sorte de chorale apparemment, où finalement, tout d'un coup, c'est mon gamin, et ils le récupèrent de cette façon-là. Donc finalement, il y a une forme de séparation, d'une certaine façon même physique, qui s'exprime à travers ça. Comment est-ce que la masse finalement en est la production ?
quand on remplace finalement l'idée du spectacle au sens peut-être le plus critique pour prendre, et c'est finalement mon objectif, l'idée de culture visuelle comme un mode d'approche plus généreux, on est finalement amené à se demander comment est-ce que ce million de personnes, puisqu'apparemment il y a quand même ce nombre, cette masse véritablement nombrée qui est présente sur cette plage, comment est-ce qu'on fait finalement pour se retrouver, comment est-ce qu'on fait finalement pour circuler, et on voit finalement aussi des corps heureux. On a ces gestes qu'on trouve dans toute l'histoire de la photographie, de saluer l'objectif, des mains et des bras qui se lèvent parce que du coup il faut se protéger les yeux pour pouvoir regarder, mais il y a aussi des gestes qui sont véritablement des gestes de salut. Donc on peut toujours envisager finalement qu'une aliénation généralisée a conduit cette foule et cette masse à se réfugier à cet endroit-là. Mais au fond, en termes de culture visuelle, on est aussi obligé de se poser des questions plus précises, peut-être plus, non pas macroscopiques, mais microscopiques. Comment se repérer, comment apprendre à se repérer dans cette foule, comment se regarder, puisque Luigi est un regardeur qui aime les regardeurs, et donc il y a aussi une théorie du regard, je pense, qui existe dans cette question. Quand on s'intéresse aux foules, on se pose forcément la question de savoir comment les gens regardent à l'intérieur de cet écosystème particulier pour arriver à se retrouver. Il y a un autre point que je voulais mettre en avant, c'est finalement cette question de l'histoire du spectacle, parce que Emmanuel Guy m'a laissé cette opportunité en présentant d'autres éléments, mais ce qui est très intéressant avec Debord, c'est qu'il n'a pas écrit la Société du spectacle en 1967 en disant le spectacle est de toujours et de partout. Voilà, il serait finalement le théoricien qui a résolu l'histoire de l'humanité et de l'histoire tout court. Debord le dit dans les commentaires sur la Société du spectacle publié en 1988. Lorsque j'ai écrit mon grand livre en 1967, le spectacle avait environ 40 ans d'âge. Donc il y a une origine que Debord pointe de façon très concrète, la fin des années 20. Ce qui finalement pose aussi des enjeux quand on aborde des corpus qui sont des corpus parallèles, comme ce qu'on fait ce soir en essayant de connecter un certain nombre de nos réflexions, de nos travaux autour de la photographie de Luigi. C'est que finalement, la photographie de 1940, elle serait prise dans cette équation-là. Effectivement, la société américaine est en cours de transformation. Et dans le même temps, ce qui se passe à Coney Island, près de Luna Park, puisque c'est là que tout a commencé en termes de parc d'attractions modernes, finalement, le spectaculaire a aussi une existence antérieure au spectacle tel que Debord l'historicise et le définit. Donc ça peut densifier, en tout cas, c'est finalement quelque chose que je propose plutôt à la discussion potentiellement, c'est-à-dire le tableau magnifique de Joseph Stella, Battle of Lights de 1913-1914, peintre italo-américain qui du coup est retourné en Italie au tournant des années 1910, au moment où le futurisme et le cubisme sont justement, notamment pour le futurisme, sont véritablement en Italie en train de prendre leur essor, et il revient à New York en 1913 et il choisit justement Coney Island et ses lumières de nuit pour arriver à représenter cette explosion des subjectivités, puisqu'il en est déjà question finalement à l'intérieur de ces espaces très particuliers que sont les parcs d'attractions. Si vous les fréquentez, vous voyez de quoi je parle. Donc bon, il y a effectivement cet enjeu aussi de l'historicisation qui, moi, me semblait important. Et puis, puisque la question du Black Bloc et plus généralement la question du spectacle dans sa définition debordienne et dans les stratégies alternatives, toute cette problématique a déjà été très bien posée par Emmanuel Guy. On est sur un autre 21 juillet, donc on a une autre situation caniculaire et dans le même temps une autre réponse vestimentaire, et ça peut permettre éventuellement de poser un certain nombre d'hypothèses. Théoriquement, quand il fait très chaud, on va à la plage et on se met en caleçon. Pour quelle raison s'habiller de pied en cap? Précisément pour cette troisième opportunité stratégique que tu rappelais, à savoir paraître dans le spectacle en ennemi, qui est finalement une très bonne définition de ce que la tactique du Black Bloc, donc qui est
cette tactique de manifestation qui consiste à se vêtir de noir, à se masquer pour apparaître en manifestation. La question du spectacle, évidemment, a cours dans les milieux militants où voilà, ce type de tactique s'est formalisé. Et donc la question de paraître dans le spectacle en ennemi, c'est pas simplement un plaquage, c'est aussi quelque chose qui finalement s'est joué à l'intérieur même de cette trajectoire qui est la transformation de la manifestation de rue, la transformation même des possibilités du combat sur un plan qui est aussi très stratégique et très relié à deux bords sur ce plan-là. Bon, je la montre finalement pourquoi cette image, encore une fois peut-être pour ne pas y passer trop de temps, mais pour permettre aussi à certains questionnements de se déployer. Elle a été prise par un photojournaliste italien qui travaillait pour l'agence ANSA, Luciano Del Castillo. J'y ai pensé ce week-end puisque je travaillais justement à une publication d'un témoignage de Luciano Del Castillo en même temps que de ces images. Donc j'ai eu ce choc du 21 juillet, puis j'ai eu le choc d'une image que j'ai finalement pas mal vu et beaucoup commenté, et je me suis dit que finalement il est possible qu'on fera peut-être un sondage qui la connaît cette image parmi vous ce soir. Donc finalement il peut y avoir une possibilité de débat autour d'elle. Del Castillo explique finalement ce qu'il a fait dans les rues de Gênes lors d'un contre-sommet du G8 en 2001. Il est là avec son appareil, finalement il fait ce que fait Luigi aussi. Alors il n'est pas branché sur les fréquences de la police, mais en tout cas il a choisi les manifestants qu'il souhaite suivre pendant 2 journées. Donc finalement il est du côté d'un spectacle qui est finalement celui de la violence politique. Il n'est pas du côté de la masse, il n'est pas du côté des manifestations pacifiques et il faut le dire aussi de leur répression par l'État italien, parce que c'est un point extrêmement important qu'on ne peut jamais négliger quand on aborde Gênes. C'est principalement c'est un scandale politique par la répression contre des manifestants pacifistes et ce qui s'est joué dans une frange minoritaire des manifestants à caractère révolutionnaire est finalement assez anecdotique par rapport à la répression subie. En tout cas, il est dans cette logique-là. Il renverse une voiture, 2 d'entre eux montent dessus et voici que l'un d'eux lève haut le poing en serrant un poinceau dans l'autre main comme pour marquer la prise de Gênes, 1 millième de seconde, instant décisif donc, et je prends la photo qui restera le symbole de Gênes 2001 en plus de faire la une des journaux. Il clarifie aussi le fait que c'est lui qui l'a choisi, puisque rentré à son bureau, il commence l'editing, la sélection. Je n'en vois pas plus de 3 ou 4 photos à la fois. Autre époque, le modem était analogique, très lent. Celles que j'envoie doivent être l'événement. Je choisis tout de suite celle du Black Bloc sur la voiture. Donc finalement, le spectacle, il se pose ici en équation, me semble-t-il, et ça peut être intéressant de le questionner et de le déplier. C'est-à-dire, on a à la fois paraître dans le spectacle en ennemi, dans le même temps, on a un photojournaliste qui sait ce que la presse va prendre et ce que la presse ne prendra pas. Et on voit finalement d'une tactique qui vise à renverser un certain type de spectacle, un autre spectacle se greffer par-dessus, qui n'est pas exactement le même et qui n'est pas exactement autre. Donc on voit finalement que ce travail de l'image se matérialise et il ne peut jamais vous apparaître mieux que par une photographie alternative qui a été prise 1 millième de seconde sans doute plus tard et qui dénote une toute autre attitude. Alors je vais essayer de pas trop la théoriser, mais finalement on dirait finalement dans l'esthétique photographique telle qu'un certain nombre de critiques tels que Michael Fried, si vous avez croisé ses écrits, Fried s'est beaucoup aventuré dans une opposition très ancienne, historique entre 2 grandes attitudes de l'image, la théâtralité et l'absorbement. Que se passe-t-il lorsque les figures semblent tourner vers un regardeur qu'elles incluent toujours déjà pour se montrer, attitude théâtrale et spectaculaire aussi en ce sens. Et finalement, que se passe-t-il lorsqu'elles semblent seules au monde, ignorantes totalement de l'environnement, des objectifs qui l'entourent. Ce qui est certain, c'est que Luciano Del Castillo, lui, choisit. C'est pas l'absorbement qu'il veut envoyer à son journal et à l'agence de presse ANSA, c'est la théâtralité. Et dans le même temps, on voit finalement les stratégies alternatives qui peuvent y compris exister aujourd'hui sur un plan éditorial quand on retourne dans les archives et que finalement on essaye, comme c'est le cas aussi pour l'exposition Luigi, finalement de recartographier les conditions dans lesquelles les images ont été prises, diffusées et de telle façon à réfléchir le spectacle tel qu'il se fait. Voilà. Merci beaucoup Maxime. Je vais enfin laisser la parole à notre dernier intervenant, Antoine D'Agata. Vous êtes photographe, cinéaste et membre de l'agence Magnum Photo depuis 2004. Vous êtes né à Marseille où vous rencontrez le situationnisme dans les années 80.
avant d'étudier à l'ICP de New York auprès de Nan Goldin et de Larry Clark. En 98 paraissent vos 2 premiers ouvrages, De Mala Muerte et De Mala Noche, qui seront suivis d'une 50aine d'autres, environ. Votre travail a fait l'objet de multiples expositions personnelles, dont pour ne citer que celle à Paris, plusieurs à la Galerie des Filles du Calvaire qui vous représentent, et une importante exposition au Bal en 2013 et une à la Brownstone Foundation en 2021. Vous avez choisi de montrer un film ce soir. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers du travail d'Antoine d'Agata, certaines images de la vidéo peuvent choquer ou heurter la sensibilité. Avant de lancer la vidéo, est-ce que vous souhaitez dire un mot ou 30 secondes peut-être juste pour dire que... bonsoir. Oui, donc beaucoup de choses à dire, donc je vais de pas trop parler, de montrer des images. Comme je disais à Emmanuel, la question aguicheuse de la rencontre m'a attiré. C'est une question que je me pose depuis bien avant la photographie. Et ce qu'on va voir là, c'est un peu charcuté pour que ça rentre dans le temps imparti. Je n'ai pas trop de réponse à cette question, donc bien sûr. Donc, et ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui continue à chercher. Donc c'est un peu vieux, ça remonte à 2018, le montage, mais voilà. Merci. Largement dépassé le temps imparti. Donc, on peut garder peut-être 5-7 minutes de discussion entre vous, si l'un d'entre vous aimerait réagir à ce qui a été montré ou dit, avant d'ouvrir la discussion au public. Si l'un d'entre vous aimerait réagir, autrement je peux vous poser une question, ou on peut directement ouvrir la discussion au public. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais on peut essayer de faire des choses. Pas forcément dans les musées d'ailleurs, en dehors, ailleurs. Mais c'est une question assez désespérante. Et c'est bien de l'avoir posée, je trouve. D'autant que le travail de Ouija se prête pas à ce qu'on se pose cette question-là. Donc je trouve ça malin de pouvoir se l'être posée à travers ce travail-là. Non, peut-être en voyant vos 2 travaux de photographe, puisque tant que je suis pas photographe, du coup j'utilise les mots, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même 2 stratégies face au spectacle, radicalement différentes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'un côté le pousser jusque dans ses derniers retranchements et nous montrer du spectaculaire au carré, au multiple. Et vous avez une très belle métaphore, je trouve, aquatique. J'ai l'impression que vous parlez de vos différents plans comme de l'eau. Et qu'il y a des choses et donc pour moi c'est aussi des récits de noyade que vous nous montrez là. Vous avez une manière d'en parler qui fait vraiment penser à ça. Donc montrer la logique du spectacle et cette logique de la noyade, je trouve que vous évoquiez brièvement est belle. Et quant à toi Antoine, c'est clairement des situations, des moments de vie réellement vécus qui sont montrés là. La caméra, je sais pas, elle sert peut-être à ce qu'on puisse la voir nous, mais elles sont inscrites. Je demande comment. C'est ce que aussi. On en parlait tout à l'heure ensemble. Les images de Ouija, de cadavres qu'on voit dans l'exposition ne nous choquent pas. Les images que tu nous montres et celles qu'on voit à la télévision en ce moment, ou peut-être pas assez d'ailleurs. Nous rappelle que ça existe, que cette violence-là existe, et donc c'est une stratégie qui me semble inverse, quoi. Et elles me semblent tout aussi efficaces l'une comme l'autre. Mais je sais pas, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous parleriez comme ça de vos travail respectifs? Je sais pas si les artistes parlent entre eux de leur travail. Je le sais très bien, mais c'était pour lancer la conversation. Alors voilà. En 2 minutes. Pour moi, la priorité n'a jamais été la photographie, en fait, ni de montrer des images, ni de changer le monde à travers les images. Elle a toujours été, à partir de ces questions, puisqu'on est sur 2 bords, et l'action pour moi a toujours été telle que j'ai entendu, la question de position, la question de situation, la question de comportement, c'est des mots qui sont importants. Il a toujours été question de tenter de vivre, de tenter désespérément de vivre à la hauteur de ces mots et de la formulation de cette question. Donc, pour moi, la photographie a toujours été une excuse et un prétexte pour tenter de vivre ces choses-là d'abord. Et voilà. En tout cas, c'est là que je me situe.
Oui, mais bon, comment dire, c'est vrai qu'on a des esthétiques très, très radicalement différentes. En même temps, je peux dire aussi que pour moi, la photographie, c'est un outil de connaissance du monde. Mais bon, chez Antoine, c'est vrai qu'il y a une violence qui est montrée, qui est récurrente, il y a une espèce de catégorisation aussi à travers les mosaïques qui rappelle un peu la théorie de Debord, c'est-à-dire que tout devient quelque part aussi des catégories, des images classées. Et chez moi, en effet, on est plus dans une esthétique de la métaphore, de la poésie, mais je pense que ce qu'il y a de commun, c'est plutôt une forme de dangerosité, enfin quelque chose d'un danger qui plane là en permanence et qui est celui voilà, entre la vie et la mort, tout simplement. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Dans mon travail aussi, il y a ça. Mais ça se fait à travers des objets ou des personnes qui sont comme des symptômes de ce retrait de la vie, on pourrait dire, ou de cette hésitation entre être vivant ou pas l'être, quoi. Et peut-être que chez Antoine, c'est à travers la présence voilà, d'une vraie rencontre avec l'ennemi, quoi, que ça se montre. Moi, l'ennemi se cache sous des apparences de séduction, voilà, d'images. Mais je pense que finalement, on est des êtres très binaires et que on parle finalement de quelque chose d'assez similaire. Voilà, moi quand j'essaye Antoine est confronté à ça, j'imagine à chaque fois qu'il fait un travail, c'est-à-dire pénétrer un milieu, se faire accepter dans ce milieu, le connaître de ce même fait. Ça m'arrive aussi, c'est-à-dire que par exemple avec les transsexuels qui n'étaient pas montrés là, j'ai appris plein de choses sur le pourquoi ces gens-là voulaient changer de sexe. En fait, c'est pas tellement qu'ils veulent changer de sexe, c'est qu'ils veulent être beaux. C'est-à-dire, ils veulent se transformer, encore une fois, en image. Donc, se retirer de la vie, quoi. Donc, se mettre en retrait, être hors de la vie, quoi, quelque part. Donc, je pense voilà, avec des phénomènes différents, ce phénomène de la dangerosité, peut-être est commun. Mais bon, peut-être que j'imagine trop de choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Je peux en poser une au groupe sur l'actualité de Debord et de sa critique du spectacle. André Gunther, qui est théoricien des images, lui posait que l'apparition du numérique et des réseaux sociaux, de l'Internet, avait au contraire, comment dire, que dans le spectacle, le spectateur est un consommateur passif de modèles imposés, et que le numérique et l'Internet avaient rendu peut-être une agentivité ou une capacité d'appropriation ou de se représenter par les images. Et donc, il remettait en cause une actualité de Debord. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ou pas du tout? Vous souhaitez développer? Non, mais très vite, parce que ça nous amènerait dans des terrains. Finalement, la question de la culture visuelle, telle que je l'ai posée, est une prise de position à peu près sur le même type de possibilités de réactualisation. Donc, c'est peut-être ça que j'essaye de faire comme connexion. C'est-à-dire bon, en gros, je pense que André Gunther a raison en un sens, parce qu'il a des corpus qui vont dans cette direction, mais disons que dans le champ des études numériques contemporaines, il y a tout un pan de la recherche qui finalement est très attentif aux makers, aux gens qui font, aux gens qui agissent, c'est pas parce qu'on agit qu'on n'est pas en train de performer le spectacle. Au contraire, on peut le faire avancer 2 fois plus vite. Donc c'est absolument pas la question de... Le souci en fait de la théorie de Debord, c'est finalement activité, passivité, sommeil, réveil, le vrai et le faux. Moi, c'est un endroit qui justement m'a toujours gêné dans l'approche debordienne, puisque c'est l'endroit où finalement il y a une théorie de l'histoire qui finalement, en gros, à sa destination. Donc le vrai est un moment du faux. Voilà, c'est ce qu'on a entendu aussi dans la projection de la Société du spectacle.
une façon finalement de se sortir de ce truc-là, me semble-t-il, c'est finalement d'envisager que, en fait, est-ce qu'il y a des vraies et des fausses images? Est-ce que les images qu'on voit pas de Gaza sont vraies, alors que les images qu'on voit au journal Le 20h et qui les massent sont fausses? C'est du visible sur du visible. C'est pas du vrai et du faux, c'est du visible sur du visible. Et on peut reconstituer une chaîne d'actions et d'acteurs qui finalement organise ce système pour qu'il y ait toujours des images devant les images. Ce qui fait que du coup, le travail contre-spectaculaire, c'est finalement de faire trouver les moyens sociaux, organisationnels, de faire remonter d'autres images de telle façon à ce qu'elles arrivent au regard. Donc pour ne pas aller trop loin dans l'affaire du numérique, oui, je pense qu'à cet endroit-là, il y a cette... L'activité est une catégorie de Bourdienne que lui-même justement plaçait comme étant l'antithèse du spectacle tel qu'il pouvait le définir dans les années 60. C'est pas parce qu'il y a des formes d'activité aujourd'hui dans le champ de la production des images numériques en fait Debord est plus d'actualité. Au contraire, c'est en fond de la théorie qu'il faut jouer, pas sur ces surfaces où apparemment quelque chose de superficiel, vite lu, se retourne. Voilà. Merci beaucoup.